Re-salut et contente de voir que le premier épisode sur Hera t'a donné envie d'en savoir plus, ma foi. On n'en a pas fini avec les vengeances et les coups de pute en tout genre, donc sans plus attendre, bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée. Installe-toi confortablement et serre-toi un verre. On reprend là où on s'était arrêté. Donc comme je te disais, après s'en être pris à Alcmène et ses mêlées, Hera ne s'est pas arrêtée, puisqu'elle a fait 2-3 croche-pattes balayettes à leurs enfants, Héraclès et Dionysos. On va commencer par Héraclès. Héraclès est donc le fils de Zeus et d'Alcmène. Franchement, je me répète beaucoup, si t'as toujours pas compris ça, c'est qu'il y a un problème. Et contrairement à ce que le film de Disney t'a fait croire, Hera est très, très loin de l'élever tendrement sur l'Olympe. Dans la vraie mythologie, en fait, après avoir enfin pu accoucher malgré les ordres de Héra, Alcmène abandonne Héraclès par peur de subir de nouveau la colère de la déesse. Héraclès est recueilli soit par Athéna, soit par Hermès, et apporté en tout cas en Olympe pour téter le lait maternel de Héra, pendant que celle-ci dort, car ce breuvage va le rendre plus ou moins invincible. Sauf qu'il mord gigafort le téton de Héra qui se dégage et qui voit son animosité envers le nourrisson décuplée. Après cet incident, Alcmène récupère Héraclès et l'élève avec son frère jumeau Iphiclès. Héra envoie 2 serpents pour tuer les jumeaux, mais surtout pour tuer Héraclès. Sauf qu'en fait, Héraclès, il est encore en bas âge, donc la notion de danger s'est pas encore intégrée. Autrement dit, les 2 gros serpents qui viennent le tuer, ça le fait rire et il les étrangle. Après, il vit plein de dingueries. Faut vraiment que je me motive à te parler de lui pour de vrai. Et des années plus tard, Héra, qui l'avait laissé tranquille, se dit que bon, il a une trop belle vie. Elle lui envoie la personnification de la folie furieuse pour le piquer, et il tue sa femme, ses neveux, il brûle vivant quelques-uns de ses fils. Ironie du sort, après plein de péripéties qu'on connaît mieux sous les 12 travaux de Héraclès, celui-ci meurt et se retrouve en Olympe, où il prend pour épouse Hébé, l'une des filles de Héra, et donc une de ses propres demi-sœurs, au passage. Voilà, sur ce, on va passer au deuxième enfant, donc Dionysos. Donc là encore, après avoir mis des bâtons dans les roues de la mère de Dionysos, c'est-à-dire après l'avoir fait tuer, la colère de Héra ne se calme pas, et elle dirige ses pulsions sadiques vers le résultat de l'adultère, le jeune Dionysos. Bien qu'il ait été caché pour être élevé en cachette, Héra le retrouve et le frappe de folie, le poussant à errer à travers les pays sans but. On va continuer sur 2 autres personnes qui ont douillé à la suite de Sémélé et de Dionysos. J'ai nommé Ino et Athamas. Lorsque Dionysos est né, Zeus a cherché à le cacher de Héra pour le protéger. En effet, Héra a perfidement provoqué la mort de Sémélé, et sûrement espérait-elle faire d'une pierre 2 coups en tuant le fœtus. Seulement Zeus est arrivé à la rescousse, il a sauvé l'enfant, tout ça on sait, et il l'a confié à Ino, la sœur de Sémélé, pour qu'elle l'élève en cachette. Une fois Dionysos adulte, reconnu et faiseur de vinas divines, Ino se vante d'avoir été sa nourrice, d'en avoir pris le plus grand soin et d'être sa tante. Héra en a le bol, MDR. Merci à toi pour cette blague, tu te reconnaîtras. Et n'aime pas trop ça et demande à une des Furies d'aller rendre visite à Ino et lui rabaisser le caquet. La Furie rend son époux fou. Donc le mari de Ino, Athamas, confond sa femme avec une lionne tenant un lionceau et il les poursuit. Il tue le lionceau qui est en fait son fils. Ino, quant à elle, récupère sa fille et dans la folie, elle escalade un roc, adresse un cri à Dionysos qui n'est pas là, spectacle devant lequel Héra chuchote sournoisement « Reçois le salaire des soins que tu as pris de son enfance ». Et Ino se jette dans le vide avec son enfant. Morale de l'histoire, Ino aurait dû faire comme Ned Stark dans Game of Thrones et passer sous silence son rôle auprès du neveu qu'elle a recueilli. Allez, comme dit, Héraclès, Dionysos, Ino, Athamas, c'était pour la continuité avec les vengeances sur les personnes directement impliquées dans les adultères. Maintenant, on va glisser tranquillement vers les gens qui ont juste la malchance d'être dans les parages quand Héra est prise de jalousie. On va commencer par Écho. Il se trouve une montagne
où Zeus allait souvent commettre ses petites infidélités, pas si secrètes que ça du coup, et Héra connaissait l'existence de ce spot, pas si secret du coup. On dit d'ailleurs qu'elle a souvent pris Zeus en flagrant délit à cet endroit, ce qui soulève la question pourquoi Zeus continue-t-il de courir les jupons des nymphes là-bas ? Le problème de Héra, outre l'adultère, c'est qu'une des nymphes va toujours à sa rencontre lorsqu'elle l'aperçoit. Cette nymphe, c'est Écho, et elle parle beaucoup. Beaucoup! Plus que moi et mes 20 minutes de podcast. Elle parle tellement que la déesse s'en voit déconcentrée et elle n'arrive plus à surprendre son mari. Elle comprend en fait le stratagème. C'est que Écho est là pour la distraire et laisser le temps aux nymphes courtisées de s'enfuir avant d'être vues. Héra se retourne contre Écho et pour la punir d'avoir la langue trop pendue, elle l'empêche de s'en servir librement. Dorénavant, quand Écho parle, c'est uniquement pour répéter la fin des phrases des autres. Petit à petit, elle sombrera dans le désespoir et il ne restera d'elle qu'une voix dépendante des paroles d'autrui. Alors continuons avec les conséquences d'une infidélité de Zeus, mais cette fois-ci sur un peuple entier, parce que, pourquoi pas ? Égine est une nymphe que Zeus a kidnappée et emportée sur une île avant de l'engrosser. Tout est joyeux. Elle donne naissance à Ea, qui renomme l'île en l'honneur de sa mère. Nous allons donc parler de l'île d'Égine. On n'entend ensuite plus parler de la nymphe, donc visiblement Héra ne lui a rien fait. Par contre, elle n'en a pas ravalé son somme pour autant. Ne pouvant se défouler sur sa rivale, elle tourne sa vengeance sur l'île qui a pris son nom. Elle fait peser sur l'île d'épais nuages qui obscurcissent le jour et emprisonnent la chaleur. L'eau des sources est souillée. Des serpents infestent les champs, le bétail meurt, la végétation fane. Les humains suivent le mouvement, se font consumer de l'intérieur par une brûlure dévorante, se déshydratent gravement, ne respirent qu'un air chaud et pestilentiel qui frotte douloureusement leur gorge desséchée. Ceux qui sont atteints contaminent les autres à moins de 1,5 mètre de distance. On implore, on supplie Héphaïstos d'inventer les masques FFP2 et Dionysos de trouver un moyen de faire du gel hydroalcoolique, mais rien n'y fait. Les médecins de l'île sont surchargés et succombent à leur tour. Les malades désorganisés cherchent un quelconque soulagement dans les bassins, les fontaines. Ils se noient en tentant d'assouvir leur soif et ils marinent dans l'eau stagnante que boivent les malades suivants. Bref, Héra a lâché la peste sur un peuple entier parce que l'enfant né d'un adultère a donné à l'île le nom de celle qui l'a rendue cocu. C'est un peu exagéré. Voilà, maintenant on a vraiment fini par tourner la page des fils de puterie liés de près ou de loin aux incessantes tromperies de Zeus. Maintenant on peut passer à la partie sobrement intitulée « Il faut éviter Héra comme la peste ». Sans transition, on sait que le fait de se comparer aux dieux ou négliger leur culte est un mauvais move, et on en a aujourd'hui encore la preuve à travers la mésaventure de 3 sœurs, Iphinoé, Lysipée et Iphianassa. Oui, ça pouvait pas être des noms plus simples. Ces 3 sœurs ont un tas de prétendants prêts à se jeter à leurs pieds car leur beauté fait parler toute la Grèce. Comme beaucoup de femmes, elles se comparent à leurs congénères femelles, jugeant qui a la plus belle robe, qui a la plus belle coiffe, qui a les plus belles chevilles, et comme elles sont mises sur un piédestal par la gente masculine, elles se jugent mieux que toutes les femmes. Ce qui les amène au faux pas fatal. Elle se déclare plus belle que Héra, critique sa tenue simpliste et se moque d'une statue de bois à l'effigie de la déesse. Bizarrement, elles sont frappées de folie, comme si une quelconque intervention divine s'était produite. Étrange, non ? Elles se retrouvent à courir à poil dans tout le Péloponnèse jusqu'à ce qu'un médecin devint marabout réussisse à calmer Héra en lui adressant suffisamment de prières. On dit aussi qu'il a dû simuler lui-même la folie des bacchanales pour rapprocher les 3 sœurs, et que d'ailleurs l'une d'entre elles n'a pas survécu au voyage pour rentrer. Ensuite, on va parler de Tirésias. Tirésias est un devin aveugle, et si tu étais là dans l'épisode d'Athéna, tu sais que s'il a perdu la vue, c'est parce qu'il a surpris la déesse de la guerre nue en train de se baigner. Mais sais-tu qu'il existe, surprise, une autre explication à ce handicap ?
La voici. Un soir de beuverie, le couple royal divin discute joyeusement lorsqu'un Zeus un peu éméché déclare à sa femme que l'orgasme féminin est plus puissant que l'orgasme masculin. Héra répond que non. Pour savoir lequel des deux a raison, ils font venir Tirésias, un mec qui a été un homme avant de taper 2 serpents sans raison apparente, ce qui a eu pour conséquence de le transformer en femme pendant 7 ans avant de revoir les serpents par hasard et les retaper pour redevenir un homme. Il est donc bien placé pour savoir lequel de l'orgasme masculin ou féminin l'emporte sur l'autre. Il répond donc que ce sont les femmes qui ont la chance d'avoir les sensations les plus intenses, sans savoir qu'en répondant de la sorte, il prend le parti de Zeus. Héra, qui ne supporte pas la moindre frustration, rend Tirésias aveugle. Heureusement, Zeus est du même avis que toi et moi et trouve que c'est un petit peu exagéré, donc pour compenser, il lui offre le don de clairvoyance. Alors là, on arrive dans le livre des records des morts stupides avec Cléobis et Biton. Je me retiens de faire une blague. Une année, la statue géante de Héra, qui doit être emmenée sur le lieu de fête en l'honneur de la déesse, est en retard. Donc le char contenant la statue n'arrivera pas à temps. Mais c'est sans compter sur l'intervention de Cléobis et Biton, 2 frères et fils de Syndipée, une prêtresse de Héra. Les 2 athlètes prennent le relais et grâce à eux, la statue arrive à bon port dans les délais impartis. Pendant les célébrations, leur mère prie Héra de remercier la piété de leur fils en leur offrant ce qu'il y a de meilleur pour des mortels. Héra leur donne la mort. Voilà, le meilleur qu'un vivant puisse obtenir est la mort. La mythologie quand t'es déprimé, c'est top. En vrai, l'explication, c'est que selon Héra, il vaut mieux mourir pieusement que de vivre sans adoration divine. Mais enfin, elle aurait pu envoyer sa messagère leur dire ça plutôt que de les tuer. Alors maintenant, petit détour rapide par Gérana, la reine des Pygmées. La reine Gérana est traitée comme si c'était une déesse par les membres de son royaume et elle refuse le culte et le respect envers les vrais dieux. On dit aussi qu'elle aurait défié Héra, mais sans plus de précision. Celle-ci transforme sans tarder la malheureuse reine en grue, pas pour les constructions, l'oiseau, et elle condamne la reine à faire la guerre à son propre peuple. Voilà, simple, efficace. Alors, maintenant, comment te parler des coups de pute de Héra sans évoquer la guerre de Troie? Alors, lors d'un mariage, la déesse de la discorde remarque qu'elle est la seule divinité à ne pas avoir été invitée et elle se pointe uniquement pour jeter une pomme en or sur laquelle est écrit « à la plus belle ». Aphrodite, Athéna et Héra jugent que la pomme revient à chacune d'entre elles et aucune ne lâche le morceau. Il est décidé que Paris, un homme de la ville de Troie, choisira des 3 qui est la plus belle. Chacune tente de le soudoyer en lui offrant des trucs. Héra offre la richesse, mais le jeune homme désigne Aphrodite, car celle-ci lui promet l'amour d'une femme nommée Hélène, ce qui mène de fil en aiguille à une guerre entre les Grecs achéens et les Grecs troyens, que nous appellerons les Grecs et les Troyens. Les dieux prennent part à cette guerre, et Héra prend le parti des Grecs achéens pour avoir sa revanche sur Paris, le Troyen. Et aussi parce que du côté des Achéens, il y a le roi Agamemnon qui vient de la ville d'Argos, et Héra, elle aime la ville d'Argos. Du coup, les Troyens sont un peu mal barrés. Lorsque Héra voit que Arès, son fils, prend part au conflit du côté des Troyens, elle demande à Zeus de lui faire quitter le champ de bataille en appelant leur fils, je cite, « ce fléau de l'humanité ». Arès n'est pas apprécié. Zeus fait donc quitter le champ de bataille à Arès parce que juste « casse-toi, on t'aime pas ». Cependant, bien qu'il ait dit qu'il ne participerait pas à cette guerre, Zeus a quand même une petite préférence pour les Troyens. Il intervient plus ou moins discrètement, ce qui n'échappe pas à Héra. Elle décide donc d'empêcher son mari de donner un coup de main à l'adversaire, là où elle est sûre de tenir Zeus, par la bite.
Elle se rend séduisante et va jusqu'à emprunter la ceinture d'Aphrodite, qui la rend du coup simplement irrésistible. Zeus est ainsi tout feu tout flamme et se jette dans les bras de sa femme, qui use d'un charme pour l'endormir, et les Grecs reprennent temporairement le dessus sur les Troyens. Bon, il arrive un moment où la guerre aurait pu se terminer avec les Grecs comme vainqueurs, ce qui aurait donc fait de Héra vainqueur par procuration, mais c'est pas ce qu'elle veut, elle veut l'annihilation des Troyens. Donc elle relance une guerre qu'elle vient de gagner, dans le but de faire couler le sang à flot dans une ville détruite, quitte à voir ses propres troupes perdre la vie dans le processus. Pourquoi des chats ? Ah oui, parce qu'un mec a dit que la déesse la plus belle est la déesse de la beauté. Alors la guerre se poursuit du coup jusqu'au moment où les dieux prennent vraiment part au conflit. Il faut savoir qu'ils sont intervenus par-ci, par-là avant, mais Zeus leur dit texto « Voilà un moment crucial, et moi je resterai ici à regarder, mais si vous souhaitez descendre et prendre part aux côtés du camp de votre choix, mais allez-y, je vous en prie !» Héra se retrouve donc directement sur le champ de bataille à côté des Grecs, déterminée à voir la ville de Troie brûler. Quand elle voit Athéna défoncer Arès et Aphrodite, elle se marre et chope les armes d'Artémis pour lui donner des giga-coups dans la tête jusqu'à ce qu'elle détale sous la douleur. Et comme Artémis est une fille de Léto, je pense que c'était un peu un règlement de compte personnel. La bataille continue jusqu'à ce que le guerrier principal troyen soit tué et sa dépouille complètement humiliée. Seuls Héra et Athéna ne voulaient toujours pas que la guerre se termine, mais blablabla, il se passe des choses, blabla, cheval de Troie, bla, victoire, fin. Héra n'est toujours pas la plus belle des trois déesses, mais elle est vengée. Après la chute de Troie, il y a quelqu'un d'autre qui ne sera pas lâché par Héra, c'est Énée, le fils d'Aphrodite. Enfin, l'un des fils d'Aphrodite. En effet, celui-ci a eu pour prédiction qu'il serait le roi des Troyens. Prédiction qui a eu l'air d'une vaste blague lors de la chute de la ville de Troie. D'ailleurs, il s'enfuit pendant que la ville est mise à sac avec des compagnons à lui, et il accoste difficilement en Libye, car Héra a fait en sorte de disperser ses navires. Plus tard, alors qu'Énée a repris la mer et il est arrivé cette fois-ci à Eryx, Héra envoie sa messagère dire aux autochtones de mettre le feu au bateau de Énée, qui se dit que bon bah c'est reparti et reprend la mer direction autre part. Après des péripéties, il se voit offrir en mariage la fille du roi Latinus, mais Héra met son grain de sel en empêchant le mariage, car la fiancée est déjà promise au roi des Rutules appelé Turnus. S'ensuit encore une guerre que les survivants troyens emportent. Toujours après la chute de Troie se passe le retour d'Ulysse à Ithaque, dans l'Odyssée. On dit que Héra a demandé à Poséidon de rendre le voyage insupportable, d'envoyer une tempête qui empêchera Ulysse de rentrer chez lui. Poséidon, qui a ses propres problèmes avec Ulysse, obéit et envoie une tempête qui dure 9 jours et 9 nuits, et qui a failli couler le bateau et noyer l'équipage à plusieurs reprises. Au final, Ulysse est obligé de faire un détour considérable pour pouvoir rentrer chez lui à cause de Héra. Mais on dit aussi que, au contraire, Héra arrive à influencer Zeus pour qu'il aide Ulysse à rentrer chez lui, alors que ce dernier était sur l'île de Phéacie, et qu'elle l'accompagne au long de son voyage en le protégeant justement des tempêtes, de monstres marins et d'autres dangers. Elle a également intervenu dans la conquête de la Toison d'Or. Et là, c'est pas la même chose que toutes les histoires juste avant, parce qu'en fait, quand Jason décide de prendre la mer à la conquête de la Toison d'Or, Héra inspire le courage en Héraclès, Orphée, Castor, Pollux, Héraclès, afin qu'il l'accompagne. Après moult difficultés, les Argonautes atteignent la Colchide, où le roi Aétès détient la Toison d'Or. Héra fait en sorte, à l'aide d'Aphrodite, que Médée, la fille du roi, tombe amoureuse de Jason. Celle-ci file un coup de main à Jason, qui normalement lui aurait fait mériter la Toison d'Or, mais le roi Aétès ne veut pas la lui donner et rumine d'autres épreuves. Héra provoque donc en Médée l'envie de fuir la Colchide avec Jason, et ensemble ils volent la toison et se barrent.
Il navigue jusqu'à un passage extrêmement périlleux où il risque clairement de tous mourir, mais Héra veille toujours et demande à Thétis de guider le navire afin qu'il suive son chemin sans embrouille. Je sais, cette dernière anecdote fait complètement tâche parmi les autres, mais c'était la petite note de fin joyeuse après toutes ces tragédies, voilà, c'est gratuit. Nous voici donc arrivés à la fin de ce second épisode sur Héra, la jalouse et vindicative déesse du mariage, de la famille, de la fertilité. Implacable dans ses punitions et ses représailles, elle ne recule pas devant l'utilisation de la ruse pour atteindre ses objectifs. Cependant, malgré sa nature souvent autoritaire et impitoyable, voire carrément toxique, Héra est connue pour sa loyauté envers son mari et pour sa défense de l'institution du mariage. Son caractère complexe reflète les ambiguïtés et les contradictions de la vie des grandes familles reconstituées où amour et fidélité s'entremêlent avec jalousie et rivalité. J'espère que cet épisode t'a plu. Comme d'habitude, fais-moi tes retours et abonne-toi si ce n'est pas encore fait, ça motive vraiment beaucoup dans les moments un peu hardcore, genre quand je lis une fois de plus l'Iliade et l'Odyssée juste pour piocher des miettes dedans, je me dis bon, au moins je fais pas ça dans le vide. En tout cas, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours, ou un peu plus, je peux pas me prononcer pour l'instant, pour un prochain épisode de mythologie grecque décomplexée. C'était Margot pour te divertir. Ciao!